Salut les vagabonds, je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, à nouveau sur le thème de Compostelle, évidemment à mon habitude. Mais ça va être un nouveau format de vidéo sur Compostelle parce que jusqu'ici j'avais plutôt fait des vidéos astuces, retour d'expérience, retour sur du matériel ou conseils ou des choses comme ça. Et on se retrouve donc plutôt aujourd'hui sur un autre format de vidéo qui va être une vidéo story time comme on l'appelle sur YouTube, donc une vidéo dans laquelle je vais plus vous raconter des choses qui me sont arrivées sur Compostelle. Et c'est d'ailleurs un format que j'ai envie d'un petit peu continuer par la suite, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur ce format là ou si c'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Et c'est parti, je vous ai fait une petite compilation de mes galères qui me sont arrivées sur mon premier chemin de Compostelle qui a donc duré 3 mois, donc soit sur le GR65 au départ du Puy-en-Velay ou soit sur le Camino Frances de Ronzeau à Compostelle. Ce ne sont pas des difficultés insurmontables que j'ai pu rencontrer sur le chemin, loin de là. À aucun moment j'ai eu ma vie en danger ou je me suis blessée ou des choses comme ça. Vraiment, ce ne sont pas des galères au sens vraiment lourd du terme. Ce sont des choses qui me sont arrivées et desquelles je rigole aujourd'hui quand j'y pense et quand je vais vous le raconter. Je vais en avoir plutôt le sourire aux lèvres. Mais voilà. Quand ça m'est arrivé, je rigolais pas trop, hein, mais voilà, on fait avec et évidemment, ce sont pas des galères vraiment insurmontables et ce sont des choses qui font partie intégrante du chemin. Alors ma toute première grosse galère, elle est surtout liée au fait que je bivouaque et je pense que vous allez voir que toutes les galères que je vous donne, elles sont quand même très liées au fait que je bivouaque, plus ou moins en tout cas. Et cette galère-là, c'était donc sur la variante du Célé, donc en fait de Figeac jusqu'à Cahors. Moi j'ai décidé de prendre cette variante qui longe donc le Célé et qui est une très belle variante d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de la prendre, je vous la conseille, mais ne faites pas comme moi. Ne faites pas du bivouac n'importe où. Peut-être qu'on... Enfin, après en fait, moi si c'était à refaire, je le referais parce que c'est ma manière de bivouaquer et du coup c'est ma manière de faire et je me suis un peu fait prendre au dépourvu pour cette fois-là parce que j'en avais marre de regarder tout le temps la météo les soirs où je voulais bivouaquer, parce qu'il y a un nombre de soirs où je regardais la météo d'avance et je me disais bon bah il va pleuvoir donc je vais aller en auberge, et au final il pleuvait pas tant que ça dans la nuit. Donc au bout d'un moment j'ai complètement décidé d'arrêter de regarder la météo et de dire eh bien je crois en ma bonne étoile et on verra, ce qui arrivera arrivera. J'ai toujours mon petit tarp, hein. Moi je dormais donc en France avec un tarp qui me protégeait pour la pluie, mais voilà, c'est vrai que ça protège pas en cas de gros orages ou en cas de grosses averses. Je peux pas tenir une nuit complète là-dessous, c'est vraiment compliqué. Donc en fait j'avais prévu de finir ma journée de marche et de bivouaquer ce soir-là, donc tranquillement, j'étais en train de marcher à arriver à un point que j'avais repéré, donc qui était en totale forêt, perdu. J'étais fait du petit chemin depuis plusieurs kilomètres, il y avait personne à la ronde. J'avais déjà pas mal de kilomètres dans les pattes, je sais plus combien exactement, mais j'avais fait un détour par Saint-Cyr-la-Popie ce jour-là, où j'étais montée là-haut, redescendue juste pour aller visiter Saint-Cyr-la-Popie. Donc au bout d'un moment, bah voilà, je me trouve un petit coin sur le bord du chemin, tranquille, entre les arbres, posée. Et puis je dépose mon sac à dos, commence à faire mes affaires, je déballe un petit peu mon sac, mais comme vous me connaissez peut-être déjà, je monte pas tout de suite mon tarp en général quand je fais du bivouac, parce que j'attends un petit peu qu'il soit plus tard dans la nuit pour pouvoir m'installer, pour être sûre que le lieu où je suis me plaise vraiment. Donc voilà, je commence à déballer mes affaires et tout, donc je sors un peu mes affaires de mon sac à dos, et là il commence à pleuvoir. Donc des petites gouttes, je me dis bon bah c'est pas grave, je rentre tranquillement ce qu'il y a dans mon sac à dos, mais voilà, même pas beaucoup. Je mets mon poncho de pluie sur moi, je mets le protège-sac sur le sac, je le mets au pied de l'arbre pour être sûr qu'il soit un peu plus protégé. Et puis je me dis bon bah ça va passer, c'est qu'une petite averse, on va attendre et ça va passer. Sauf que la pluie s'intensifie, les nuages deviennent rapidement très noirs, ça tombe. 5 minutes passent, à mon avis en tout cas ça m'a paru une éternité, et vraiment il n'y a rien qui s'améliorait, le temps était vraiment de pire en pire. Mon sac n'était même pas donc sous mon tarp qui aurait pu mieux me protéger et mieux protéger mon sac, parce que j'avais juste recouvert avec le protège-sac. Donc là ça commençait à être une situation un peu critique. Je commence à me dire bon, on va regarder sur la carte, donc sur le téléphone. Moi j'avais la carte du chemin balisage sur le géoportail si vous connaissez. Donc voilà, je commence à regarder le chemin de randonnée, un petit peu le dénivelé, et puis s'il y a éventuellement une bâtisse dans laquelle je pourrais éventuellement me réfugier. Mais je regarde, il n'y a absolument rien dans les parages. J'avais bien trouvé mon coin pour être tranquille au milieu de la nature, mais rien du tout à part des arbres pour me protéger, qui ne me protégeaient
vraiment plus là, à ce niveau-là, il y avait tellement d'eau et tellement de pluie que ça ne servait à rien. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution. Je peux pas rester, là ma cape de pluie et mon petit protège-sac ne vont pas me suffire, et même si je décidais de monter mon tarp dernière minute là comme ça, c'est sûr que je tiendrai pas la nuit s'il se met à pleuvoir comme ça toute la nuit. Donc ni une ni deux, je me dis, t'as qu'une solution Suzanne, c'est que tu cours sur le chemin et que tu continues jusqu'à trouver un endroit où t'abriter, ou bien au moins trouver une voiture et faire du stop pour arriver quelque part où tu peux te réfugier. Donc ni une ni deux, j'attrape mon sac à dos, je me le mets sur le dos, je remets la cape de pluie, je cours sur le chemin. Il y a déjà tout ça d'eau sur le chemin qui tombe en plus parce que c'était un chemin vraiment de terre, et puis c'était un chemin un petit peu qui montait, donc il y avait de l'eau qui s'écoulait, c'était déjà une mare boueuse qui s'écoulait, mes chaussures étaient trempées en 2 secondes. Et summum du truc, c'est que j'avais même pas bien refermé mon sac à dos, c'est-à-dire qu'il y a des choses de mon sac à dos qui commençaient à tomber parce que j'avais pas refermé le zip. En fait, comme j'avais mis le protège-sac, j'avais pas pensé à regarder et j'avais pas fermé le zip. Donc là, je ramasse tout, je referme, je commence à m'inquiéter pour mes appareils électroniques dans mon sac, même si bon, ils sont plus ou moins protégés parce que je les mets dans des pochettes étanches, mais quand même, j'avais peur un petit peu de toutes mes affaires soient trempées, que je puisse même pas dormir au sec en fait et mettre des habits secs, c'est surtout ça. Donc là je cours, je continue, j'en peux plus de courir, j'insulte le ciel et ce mauvais temps, je crie, je rigole de moi-même à courir comme ça. En fait je me vois de l'extérieur, je vois la scène de l'extérieur et je me dis que c'est complètement ridicule. Et du coup je cours, je continue plus ou moins en courant, en marchant, parce qu'au bout d'un moment j'en peux plus de courir. Et j'arrive finalement, enfin, après je pense bien 1 ou 2 kilomètres quand même, à une intersection avec la route tout simplement. Et là, oh merveille, une toute petite, alors vous savez dans la vallée du Célé il existe des petites maisons en pierre, enfin des petits abris en pierre qu'on appelle des caselles. Et cette petite, mais alors elle est toute petite, vraiment minuscule, on peut y rentrer à 1 et on n'est même pas tout à fait debout dedans. Et donc elle est entièrement faite en pierre, donc ce sont des pierres imbriquées, donc il y a quand même de l'eau qui tombe un petit peu à l'intérieur. Mais déjà, au moins il y a une grosse partie de l'eau qui est filtrée et qui ne me tombe pas sur la figure. Donc tout de suite je rentre dans cette caselle. Je me enlève mon sac, je enlève mon poncho qui dégouline, mais dégouline c'est ouf. Et là je me dis, qu'est-ce que je fais? Il n'y a même pas la place dans cette caselle pour passer la nuit de toute façon, c'est vraiment tout petit, c'est quand même très humide et en plus mes affaires dans mon sac elles aussi sont un petit peu mouillées. Et là je me dis bah c'est un coup à tomber malade si je reste ici toute la nuit, je vais avoir froid, je vais être à moitié mouillée, ça va être humide, il faut que je trouve une solution. Alors je me dis, il va bien y avoir une voiture qui va passer sur cette route. A priori, c'est une petite route et il n'y a pas grand monde qui passe parce que je me suis dit, bah, je vais faire du stop jusqu'au prochain village ou quelque chose. Et il n'y a pas de voiture qui passe. Donc j'attends, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et alors moi, donc pour ceux qui savent, je ne voyageais pas avec un guide, donc ni Miam Miam Dodo, ni aucun guide du chemin. Mais j'avais eu la chance à Figeac, j'avais la bonne idée d'aller à l'office de tourisme, et à Figeac il m'avait donné un petit document avec les différents lieux pour se ravitailler et pour se loger sur cette variante du Célé. Et donc je sors ce papier tout trempé de mon sac et je regarde dessus quel est le gîte, le pèlerin le plus proche en fait. Et là je me dis bah c'est un petit peu ma dernière option. Vu que je veux pas rester là pour la nuit, j'ai aucun moyen de partir d'ici puisqu'il n'y a pas de voiture qui passe et il continue à pleuvoir très fortement parce que je me suis dit aussi peut-être que ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrêtait pas, les nuages étaient noirs. Donc je regarde mon petit guide et là je vois qu'à Pastura, qui était le prochain petit village, peut-être à 4-5 km maximum d'ici où j'étais, parce que j'avais regardé quand même sur le téléphone portable, mais je crois qu'il était déjà bien 19-20 heures, donc je me dis c'est quand même un peu tard. Je vais quand même essayer déjà de les appeler, de savoir s'ils ont de la place et si éventuellement ils seraient ok de venir me chercher parce que je suis dans une situation un petit peu compliquée. Je les appelle et en plus je les dérange carrément parce qu'ils sont en train de manger déjà, donc je m'excuse platement et je leur dis ma situation, je leur explique la situation. Donc c'est Jacques que j'ai au téléphone qui me dit bah écoutez, oui, on va venir vous chercher, on a une voiture, il n'y a pas de souci, on va finir de manger et on vient vous chercher. Donc voilà, c'est Anne-Marie qui vient me chercher avec la voiture, je monte toute trempée dans la voiture, j'explique ma situation. Alors Jacques et Anne-Marie n'étaient pas du tout des gens habitués à rencontrer des pèlerins qui bivouaquent. Donc pour le coup, ils m'ont un petit peu sermonné, si vous voulez. Sur ma manière de bivouaquer et d'envisager le chemin et du coup de me mettre dans des situations comme celle que j'ai pu avoir ce soir là. Donc j'avais rien à dire puisque évidemment c'est moi qui étais dans la situation critique et j'avais besoin de leur aide. Et c'est vrai que voilà, peut-être que même vous là en me regardant vous vous dites c'est vrai qu'elle est un peu inconsciente de faire des choses comme ça. C'est la rare fois où j'ai vraiment été prise dans une situation aussi
problématique, on va dire. Et donc j'ai dormi au gîte, j'ai pu faire sécher toutes mes affaires. Et voilà, c'est une histoire qui finit bien. Et parce que surtout j'ai eu la chance d'avoir l'aide donc de personnes qui pouvaient héberger des pèlerins. Un petit coucou d'ailleurs au passage à Anne-Marie et Jacques. Et encore un gros merci si jamais vous regardez cette vidéo. Je penserai pas, mais on sait jamais. Même si au début ça les a un peu étonnés de me retrouver dans cette situation, qui sont un peu eu peur pour moi. Je pense que voilà, ils n'ont pas hésité une seule minute à venir me chercher. Donc voilà, la solidarité et l'entraide entre pèlerins, elle existe bel et bien. Et c'est finalement ce qui ressort un petit peu de cette galère que je peux vous raconter. Galère numéro 2. Alors là, on est encore en France. On est à je sais plus quel petit village. Mais c'était vers la fin de la partie française quand même, mais un petit peu avant le Pays Basque, je pense. Et je voulais tester la nuit à la Belle Étoile parce que j'étais en train de me demander si je me séparerais pas de mon tarp, donc ma petite toile de tente, pour pouvoir faire que du dodo à la Belle Étoile sur le chemin, sur le Camino Frances, et donc renvoyer ma toile de tente chez moi. Donc cette nuit-là, je me suis dit bon bah allez, je teste la nuit à la Belle Étoile, donc c'est ma toute première nuit à la Belle Étoile sur le chemin. Cette nuit-là a été très compliquée pour moi parce que en fait plusieurs choses, plusieurs facteurs. D'abord il y a eu les moustiques qui sont venus rentrer dans le jeu. Ensuite il y a eu les crapauds qui sont aussi rentrés dans l'histoire. Et il y a le fait que moi j'étais pas rassurée du tout de dormir à la Belle Étoile parce que jusque là j'avais déjà fait du bivouac avant Compostelle, mais je n'avais encore jamais fait de Belle Étoile comme ça, vraiment d'être à la merci de tout en fait, à la merci des gens qui peuvent te croiser, à la merci de la nature complètement, du temps et des animaux notamment. Et donc voilà, donc là je dors à la Belle Étoile, déjà j'entends un gros croassement de crapauds qui me faisait extrêmement peur. J'ai une très grosse phobie de tout ce qui peut être un peu gluant et ce genre de bébêtes. Autant par exemple les araignées ça me fait pas peur du tout, mais tout ce qui est crapauds, grenouilles, escargots, limaces, vers ou les choses comme ça, c'est pas mon truc. Évidemment, le crapaud ne m'a absolument pas attaqué dans la nuit. C'est une peur entièrement qui était dans ma tête. Et la deuxième petite anecdote, donc compilée avec celle-là, c'est... ah oui, celle-là j'aime un petit peu moins parce qu'il s'agit d'escargots et je n'aime vraiment pas les choses gluantes. Donc là, encore une fois, en bivouac. Pour le coup, c'était dans un donativo, dans un lieu de donativo qui s'appelle À l'Ancre, qui est... Les noms des villages me sortent de l'esprit, mais c'est un tout petit donativo vraiment sympa. Jean-Pierre, si je dis pas de bêtises, c'est Jean-Pierre qui tient ce donativo là. Et donc j'étais avec une compagnonne de route et on marchait et on cherchait un lieu pour le bivouac et on est tombé sur ce petit donativo et donc on a demandé pour mettre la tente dans le jardin tout simplement. Et sauf que je me suis rendu compte au moment où j'ai mis le tarp qu'il y avait plein... En fait c'était à moitié de l'herbe avec un peu de paille ou des choses comme ça. Et il y avait beaucoup de tout petits escargots un peu partout sur l'herbe et tout. Je me suis dit ouais, c'est pas bien grave, je vais essayer de mettre mon tarp et ma couverture de survie à un endroit où il n'y en a pas trop pour pas trop les écraser. Et puis voilà. Donc la nuit arrive, très bien, tout se passe bien, on dort, machin chouette, je dors très bien. Et là... Et là, je me retourne dans mon sommeil et je sens quelque chose de gluant. Je me réveille, je peux vous dire, je me réveille en sursaut, juste à côté. Alors, il n'était pas encore monté sur ma tête, hein, heureusement, parce que là, je pense que j'aurais crié. Mais il était juste là, juste à côté de moi, à côté de mon visage. Il y avait un énorme escargot. Et donc j'allume ma lampe frontale, je sors tout de suite, là je sors, mais je remarque en sortant, je fais attention de ne pas les écraser parce que bon, même si je les aime pas, je ne veux pas y toucher et surtout je veux pas casser leur coquille, qu'il y a non seulement plein de petits escargots qui sont venus s'installer dans le tarp, donc à l'intérieur sur ma toile de tarp, mais il y a aussi beaucoup de gros escargots parce que autant les petits ça me dérange moins, bon c'est, je sais pas, mais les gros là, il y avait des gros escargots sur mes vêtements qui avaient mis de la bave partout, sur mes chaussures et un petit peu partout, donc on est en pleine nuit, je voulais pas réveiller en plus les autres autour de moi, donc je sors de mon truc, j'attrape l'escargot qui est à côté de moi par la coquille, je le mets loin de moi, j'attrape mon matelas, mon sac de couchage, je prends le tout et puis il y avait une espèce de petite grange ouverte, donc je suis allée m'installer là pour être sûre que je ne sois pas dans les parages des escargots et je finis ma nuit là, tranquille, je dors et le lendemain matin... Le lendemain matin, je retourne voir mon tarp et évidemment, il y a encore plein d'escargots à l'intérieur. Et en fait, le souci du tarp, c'est vrai que ça attire les animaux un petit peu gluants parce que c'est des animaux qui aiment l'humidité.
Et le tarp à l'intérieur, vu que même s'il est ouvert, tu crées un petit peu d'humidité avec le corps et tout ça, évidemment ça fait de la condensation. Et donc à l'intérieur, sur la toile de tarp intérieure, c'est un petit peu humide. Et les animaux, voilà, les escargots, les limaces, les crapauds, les grenouilles, ils aiment énormément ça quand c'est humide. Donc forcément, faut pas se poser de questions pourquoi ils étaient là, donc voilà. Et la morale de l'histoire, je sais pas s'il y en a vraiment une, peut-être qu'il faut quand même braver ses peurs, je sais pas trop. En tout cas, voilà, on passe parfois pas des très très bonnes nuits quand on dort dehors. Ça c'est vrai qu'il y a toujours des aléas de la nature, on est un peu plus à la merci de tout ce qui peut se passer, mais c'est aussi quand même une connexion et une immersion dans la nature qui est vraiment vraiment forte et importante. Et en dehors des nuits où voilà, il peut y avoir des petites histoires comme ça, le nombre de nuits que j'ai dormi dehors qui sont tellement bien passées, franchement, vous savez déjà que je suis une grande convaincue de dormir dehors et de faire du bivouac, donc je n'essaierai pas encore de vous convaincre aujourd'hui, surtout en vous racontant ces galères. Et on en arrive à la galère numéro 3. Cette fois-ci, on est en Espagne sur le Camino Frances. On est entre Sahagún, qui est donc une assez grosse ville, et Riellegos, qui sont deux points à partir desquels il y a plusieurs variantes en fait apparemment. Mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je voyageais donc sur le chemin sans guide, je faisais un petit peu juste suivre le balisage, suivre un petit peu aussi les autres pèlerins et puis discuter avec les pèlerins pour savoir par où ils passent et tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée qu'il y avait des variantes. Et puis l'autre histoire, c'est que depuis longtemps, avec donc une de mes compagnes de route, on avait envie de marcher de nuit. C'était une expérience qu'on avait envie de tester. Et donc on est parti de Sahagún de nuit, sans savoir qu'il y avait plusieurs variantes. Il faut savoir que ces variantes, soit il y a le chemin classique qui passe par plusieurs petits villages et donc aucun souci pour le ravitaillement en eau ou pour tout ça. Et il y a une des variantes que nous avons pris, sans le savoir, et qui est une variante donc sur laquelle il y a, je crois, un seul village qu'on a croisé, et après ce village, il y a bien entre 15 et 20 km sans rien, jusqu'à Riellegos. Sauf que donc nous marchons de nuit, nous suivons plus ou moins le balisage. Alors de nuit, il faut dire qu'on n'a pas marché beaucoup, parce qu'au final cette expérience-là, alors c'est pas vraiment ça qui est un petit peu la galère qu'on a rencontrée, mais ça a engendré une galère sans qu'on le sache. Donc on a commencé à marcher de nuit, tout va bien, sauf que le chemin était très mal éclairé. Très très mal éclairé, vraiment aucun éclairage, même en ville c'était pas facile. Et puis donc on est avec nos lampes frontales, évidemment on savait qu'après ça allait être du chemin de terre et qu'il n'y aurait pas d'éclairage, mais au départ de Sahagún, à la sortie en fait, c'est à ce moment là qu'on se perd, on suit les mauvaises flèches et là on s'embarque sur cette fameuse variante sans le savoir. On arrive sur un chemin de terre, on continue à marcher. Moi je suis pas très rassurée de marcher de nuit, je dois avouer que c'était pas ma meilleure expérience du tout du chemin. Et donc on a dû marcher 1 heure ou 2 maximum, grand maximum de nuit, on n'a pas fait des kilomètres et des kilomètres. Après on s'était donné aucun objectif, on avait dit on marche et on verra. Et donc là on s'est trouvé un petit spot très bien d'ailleurs sur le chemin, parce que c'est vrai qu'on voyait vraiment pas grand chose. Là on a trouvé un espèce de petit parc aménagé dans lequel on a pu se poser. Donc jusque là tout va bien, on passe une bonne nuit. Et le lendemain matin on se réveille, tout va bien, comme si de rien n'était, on continue notre chemin, on ne sait toujours pas qu'on est sur une variante vu que nous avons marché de nuit et que nous n'avons rencontré personne. Donc le matin, ce qui m'étonne moi, c'est qu'on est sur le bord du chemin, on n'entend personne et on voit personne passer. Puis je me dis c'est bizarre quand même, d'habitude tous les pèlerins ils passent super tôt, moi je me réveille vers 7-8 heures, il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés en général à cette heure-là. Bon, ça peu importe, je me dis, je me pose pas plus de questions et on continue, on traverse un premier petit village, puis comme on n'a pas forcément le besoin à ce moment-là de s'arrêter ou quoi, ou de prendre de l'eau, enfin on pense pas spécialement à prendre de l'eau, et encore moins à prendre de la nourriture pour la journée. En fait, on se dit qu'il va y avoir d'autres villages, parce que selon ce qu'on sait de cette étape-là, si on est sur le chemin classique, il y a plusieurs villages. Donc on continue, et tout va bien. Enfin, dans notre tête, tout va bien. On mange des petits gâteaux pour le matin, mais c'est tout ce qu'on a. Et on n'a rien du tout à manger et on n'a plus grand chose à boire pour la journée. Et vous voyez venir, on commence à avancer, on avance, on fait des kilomètres, on pense qu'on avance, et donc on commence à se poser des questions. On commence à se poser des sévères questions en se disant mais c'est bizarre, nous on fait que suivre les filets jaunes, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien qui nous indique qu'on n'est pas sur l'officiel, enfin le chemin entre gros guillemets officiel, mais sur la variante qui est donc je pense c'est la voie romaine, je sais pas comment elle est appelée exactement, mais une ancienne voie de Compostelle. Et ça a été la seule et unique fois où ça m'est arrivé sur le chemin de vraiment avoir un gros problème de ravitaillement. Et donc la journée a été très 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 dure. Honnêtement la journée a été dure, on n'avait rien dans le ventre, rien à boire.
et plusieurs kilomètres comme ça, avancer. Et c'est surtout le fait d'avancer sans savoir et de se dire on va bien trouver quelque chose, et finalement non, il n'y a rien. On voit des villages au loin, mais on n'y passe pas, et ça c'est hyper frustrant. Tu te dis tu vas sûrement passer par là, mais en fait non, tu n'y passes pas. On hésite à faire des détours pour y aller, on sait pas trop quoi faire. En fait on est un peu perdu comme on n'a pas vraiment de renseignements, et puis finalement on va regarder sur internet et finalement on apprend qu'on est bien sur cette variante là, et en regardant sur les cartes, et que bah oui, il n'y aura rien sur notre chemin jusqu'à Reliegos. Et donc l'arrivée à Reliegos, je peux vous dire qu'elle a été salvatrice de ouf. On arrive, premier bar qu'on trouve, on s'assoit, on demande de l'eau, déjà, on demande de l'eau à remplir nos gourdes et tout. Et voilà, et moi je me suis arrêtée à Reliegos ce soir-là parce que j'en pouvais plus, ça a vraiment été une journée très éprouvante. Ma compagnie de marche, elle a continué jusqu'à Mansilla de las Mulas. Moi j'en pouvais plus. Honnêtement, psychologiquement, c'était pas tant dur physiquement parce qu'au final on avait dû faire peut-être une vingtaine de kilomètres dans la journée. Mais psychologiquement, moi j'en pouvais plus, j'étais à bout. Et l'arrivée, une fois que je suis arrivée à Reliegos, je me suis assise dans ce bar, j'ai dit ok, je bouge plus. Donc voilà, ça c'est encore une petite galère, arriver sans... En fait c'est des galères, je me rends compte quand je vous les raconte là, c'est des galères qui arrivent parce que je me suis jamais trop renseignée d'avance et tout ça sur beaucoup de choses. Ou que je suis pas très prévoyante, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais justement, moi, c'est comme ça que j'envisage le chemin. Et pour rien au monde, je changerai ma manière de voir le chemin comme ça. Parce que c'est grâce aussi à ne pas prévoir tout que j'ai des choses vraiment magiques qui sont arrivées sur ce chemin. Et tout ce que je vous raconte là dans ces petites galères, c'est rien comparé à toutes les choses positives et vraiment génial que j'ai pu vivre. Vraiment, c'est des petites choses. C'est vrai que quand j'enchaîne à vous raconter des galères, vous avez peut-être l'impression de vous dire mais en fait, cette fille, elle est vraiment... elle comprend rien à la vie, elle prévoit rien et il lui arrive que de la merde. Hein. Mais, pardon, franchement, c'est les pires galères qui me sont arrivées sur le chemin. C'est rien du tout quand on y pense. C'est rien du tout. J'ai beau y réfléchir et j'ai pas trouvé beaucoup plus de galères vraiment plus grosses que ça. Donc, Et voilà, c'était les petites galères que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes un petit peu plus organisé, que vous dormez pas en bivouac, peut-être que vous n'aurez aucune galère sur le chemin. Qui sait? Et je vous le souhaite d'ailleurs, je vous le souhaite de tout cœur. Je voulais aussi dire que voilà, c'est ces petites aventures qui font des belles anecdotes à raconter aussi et qui font partie intégrante de l'aventure et qui sont... Voilà, qui sont parties du mon chemin et que je suis aussi très heureuse d'avoir vécu, même si elles sont plus difficiles. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos galères que vous avez pu rencontrer sur le chemin de Compostelle dans les commentaires juste en dessous. Je serais contente aussi de lire un petit peu vos petites histoires à vous. Et puis j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si ça vous plaît ou si vous pensez que c'est pas le genre de vidéo que vous aimeriez revoir. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça m'aide énormément. Et puis plein de bisous, à la prochaine!